Il y a des histoires qu'on écrit pour mettre un peu d'ordre dans sa tête, puis d'autres qui, sans qu'on s'en rende compte, deviennent le point de départ d'un vrai tournant entrepreneurial. Paul Calderon, lui, il n'avait pas prévu rien de tout ça. HPI, hypersensible, il écrivait en secret un blog juste pour mieux se comprendre pendant une période où tout était en pause, la pandémie. Ce qu'il ne savait pas encore à l'époque, c'est que ce blog-là deviendrait le socle de son entreprise et la porte d'entrée vers une communauté entière qui se reconnaîtrait en lui. Aujourd'hui, Paul nous montre comment, grâce à l'introspection et à une profondeur assumée dans du contenu long, tu peux attirer des clients qui se reconnaissent en toi et faire de ton storytelling un véritable levier de croissance pour ton entreprise. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a transformé ses différences en véritable force. Mon invité, c'est Paul Calderon. Paul a commencé son parcours avec un premier blog très personnel sur le haut potentiel intellectuel, HPI, on dit souvent ça pour nommer ça, puis aussi l'hypersensibilité. Un espace où il a appris à se comprendre, à se raconter et à créer une communauté engagée. Puis, comme dans toute bonne histoire, il y a un pivot. Ce premier blog-là, il a ouvert la porte à un deuxième blog. Là, je le prononce peut-être pas correctement. Business Bacon. Je vais dire ça comme ça, avec mon Parfait. accent québécois. Un blog, c'est un blog, un écosystème aussi, où tu enseignes comment vivre de son contenu en ligne, même quand on se reconnaît pas dans les chemins classiques du succès. Donc, dans cet épisode, on va parler de son premier blog et de son deuxième, de ce qui s'est passé entre les deux, puis de comment toi aussi, tu peux transformer ton propre parcours en base solide pour ton contenu puis ton entreprise. Salut Paul! Salut Marie-Pierre. Bienvenue sur le podcast À ta couleur. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Moi aussi, je suis vraiment contente que tu sois là, d'autant plus que, petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent, on se connaît pas du tout dans la vraie vie, toi puis moi. Non. C'est la première fois qu'on se parle pour vrai. Puis ça, Ouais. c'est quand même une première, je pense, presque une première sur mon podcast. Tu m'as écrit un courriel en me disant, en gros, là, je pense que j'ai un bon sujet pour ton podcast. Comment j'ai utilisé mon histoire personnelle pour créer mon blog, puis comment ça m'a aidé à lancer aussi le deuxième blog. Puis moi, bien évidemment, dès que quelqu'un me parle d'histoire personnelle, puis de business en même temps, ma curiosité s'active. Donc, j'ai accepté, je suis vraiment heureuse qu'on prenne ce moment-là ensemble pour jaser de tout ça. Toi qui es à Istanbul, c'est ça que tu me disais, on Ouais, ouais, mélange les ouais. fuseaux là aujourd'hui, Ah là, on est à l'autre bout du monde presque. à l'autre bout du monde. Mais c'est pas ton lieu Non. de vie habituel, là. T'es comme en escapade, c'est ça? Je suis nomade depuis 1 an, donc j'ai OK. pas mal voyagé là depuis 1 an. On a fait, du coup 2 mois à Montréal et on a fait quoi? L'automne à Montréal. Là, on est à Istanbul pour 1 mois et ensuite on va retourner en France, pour faire les fêtes chez mes parents et après on repart encore. Enfin, on n'a plus d'appart, donc pour le OK, moment, je suis OK. vraiment à Istanbul, c'est vraiment mon lieu de vie. Wow! Wow, le beau projet. OK, génial. Ouais. OK. Donc là, ben, écoute, pour commencer, Paul, moi, j'ai envie qu'on remonte au tout début, là, au moment Ouais. où l'idée de parler de haut potentiel intellectuel, puis aussi d'hypersensibilité en ligne et pas en Mmh. ligne, parce que bon, tu pourras nous préciser tout ça, là. J'ai envie qu'on remonte au moment où ça a germé dans ta tête. Si on prend une grande OK. ligne du temps de ta vie, par exemple, à quel moment précis tu t'es dit:
OK, moi, je vais créer un blog sur ces sujets-là, qui est le haut potentiel intellectuel, hypersensible. Qu'est-ce qui venait de se passer dans ta vie à ce moment-là pour que cette Ouais. idée-là germe? Et bah, alors faut remonter au Covid. Avant le Covid, donc j'habitais à Paris et j'organisais des soirées, pour les entreprises à Paris et puis le Covid nous a mis complètement à l'arrêt et je fais partie de ceux qui tiennent pas trop en place et je me suis dit: «Je peux pas rien faire, rester enfermé chez moi. Faut que je fasse quelque chose» et je savais que j'aimais bien créer des sites internet, mais je savais pas du tout de quoi parler et quelques années avant, quand j'étais au lycée, on m'avait détecté HPI, moi, avec ma psychologue, mais sur le moment, en fait, je m'en fichais complètement. Enfin, on s'en fout, c'est pas grave, quoi. Mmh Et là, je me suis dit: «C'est l'occasion de creuser le sujet, d'apprendre plein de choses dessus et de un peu, digérer l'info et la recracher sur le blog, dire ce que j'ai compris». Et ça a commencé comme ça, de vraiment j'assimile, je lis plein de bouquins dessus, des études scientifiques, tout ça, sur tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais avoir sous la main et je j'apprends sur moi et voilà et je le partage. Donc ça a commencé comme ça. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu cherchais avant tout en créant là, ça s'appelle le blog en question, là, le premier blog que tu Oui, as oui, oui. lancé, Connect the Dots, c'est bien ça? Exactement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu cherchais exactement d'abord en créant ce blog-là? Est-ce que c'était, tu sais, par exemple, mieux te comprendre toi-même, aider les Mmh. autres? Est-ce que tu étais dans un modèle de test de modèle d'affaires, un mélange des 3? Bref, quand ça a démarré ça, c'était quoi Ouais. l'intention vraiment derrière? Il y a eu première intention qui était quand même très égoïste, c'était: «Je veux pas m'ennuyer parce que je suis enfermé dans un appart, et je veux me comprendre». Mmh. Je veux comprendre. J'aime bien partager, mais je pense que le partage, il était encore une fois d'un but plus égoïste, c'est que quand je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, je le comprends mieux moi-même. Mmh. Et je me suis dit qu'en l'expliquant, enfin, au début, j'écrivais, il y avait personne qui lisait, donc mais en expliquant au monde, je comprenais mieux moi, ça m'aidait à mettre en forme mes idées et à vraiment, bah, comprendre de quoi j'allais parler. Enfin, de quoi je parlais et ce que je venais d'apprendre, donc c'était très égoïste. Après, Mmh. très rapidement, je me suis dit: «Il commence à y avoir des lecteurs, peut-être il y a moyen d'en faire quelque chose de cette histoire, de gagner un peu d'argent avec ça et pourquoi pas d'en vivre», même si à l'époque, c'était très, très flou pour moi tout ce business model. Mmh. Mais le le 1er but était vraiment égoïste. Mmh. Ouais, mieux te comprendre toi-même, puis, Ouais, j'imagine que ça a demandé un beau travail d'introspection aussi à faire sur complètement. toi-même. Ouais, comme un peu, je sais pas, j'ai la vision comme d'une espèce de journal intime public à la En limite. un sens, c'était ça. Mmh En mh. un sens, c'était ça. Il y a plein d'articles que j'ai aujourd'hui supprimés parce que j'ai trop honte, mais au début, je parlais de plein de sujets dont on peut pas parler là, sinon ton enregistrement, il va être boycotté de tous les réseaux. Mais j'allais vraiment dans des sujets hyper personnels et c'était aussi le côté où c'était un projet totalement secret. Personne de mon entourage n'était au courant que je faisais ça. Et c'était moi, mon jardin intime public, donc c'était un peu bizarre. Enfin, c'est contradictoire, c'est-à-dire que c'est truc intime, mais en même temps, c'est public sur internet. Mais moi, ça me faisait énormément de bien et je pense que ça m'a permis aussi de me mettre un peu des œillères de la période covid qui était un peu oppressante. J'étais là dans mon truc, je lisais des articles sur le HPI, je faisais de l'introspection et ça m'a fait beaucoup de bien dans cette période. Mmh. Mmh. Pour les personnes qui nous écoutent, puis qui ont aucune espèce d'idée, qu'est-ce que ça veut Oui, dire HPI? Est-ce que tu pourrais nous vulgariser ça, juste oui. pour, la compréhension de tous avant d'aller plus loin? Qu'est-ce que c'est Heu, exactement haut potentiel intellectuel? tu fais très bien de demander. Moi, c'est vrai que c'est du jargon, mais tu fais bien de demander. En gros, le hack d'un point de vue, on va dire technique, c'est avoir, les quotients intellectuels, du coup, il y a la moyenne à 100 et c'est représenté comme une courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des gens qui sont à 100, il y en a qui sont un peu en dessous, d'autres un peu au-dessus. La partie HPI, c'est ceux qui sont au-dessus à partir de 130, donc 130 et plus. Ça représente en gros 2,5 de la population et d'un point de vue technique, c'est juste vraiment ce gros QI. Après, ça veut dire qu'il y a des connexions nerveuses qui sont faites différemment dans le cerveau, il y a un mode de pensée qui est différent et chez quelques gens, pas chez tous, ça induit des spécificités dans les modes d'apprentissage, dans certaines gestions des relations sociales et dans des manières d'appréhender le monde. Mmh. Donc c'est plus des questions là-dessus, et ça peut poser des problématiques à l'école, surtout qu'en fait, les périodes où on doit apprendre des choses et où on est vraiment en décalage,
un enfant de 3 ans qui a l'âge intellectuel d'un enfant de 6 ans, on va voir une grosse différence. Quand on a 50 ans et qu'on a l'âge intellectuel de 53 ans, on voit ri enfin, la différence se gomme. Du coup, c'est Mmh. vraiment quand on est jeune que ça se remarque et que c'est plus intéressant de le savoir. Mmh. Merci, merci pour ça. Merci de l'explication. Puis, le côté hypersensible, parce que c'est un sujet Oui, aussi que tu as traité sur complètement, oui. ton premier blog, et c'est j'imagine parce que tu es une personne considérée comme hypersensible aussi? OK. Est-ce que Oui. c'est quelque chose, est-ce que l'hypersensibilité est souvent collée aux personnes avec un HPI ou pas nécessairement? Il y a un gros débat parmi la recherche scientifique. Il y en a qui disent que tous les HPI sont hypersensibles. Il y en a, ils disent seulement une partie. Il y en a, ils disent pas plus que tout le monde. Tu peux être HPI et hypersensible ou pas hypersensible. Donc, franchement, je sais pas. Moi, je sais que je Mmh. suis les 2. Ma psychologue m'a dit: «Paul, tu es les 2. Tu as eu le bingo». Mais, Jackpot. mais voilà, jackpot, débrouille-toi dans la vie maintenant. Ah! Fait que là, tu lances un blog sur, en fait, sur qui tu es, sur sur une partie de ton Exactement. identité. À quel moment tu te rends compte, Paul, que ça vient plus grand que toi, ce projet-là? Ouais. Et ben, au bout de, je dirais à peu près 6 mois que je m'étais lancé, il y a eu en France la série qui s'appelle HPI, qui est sortie aussi et qui, en France, ça a été une des plus grosses séries de tous les temps. Je crois que c'est la 3e ou 4e série française de tous les temps au record d'audience et ça m'a donné en gros, tout le monde s'est demandé s'il était HPI. Ça a popularisé vraiment le mot à ce moment-là, l'expression. Tout le monde s'est demandé s'il était HPI et moi, je crée du contenu depuis déjà 6 mois dessus. J'avais déjà quelques vidéos, un peu de blog et tout ça et d'un coup, il y a eu une vague énorme de gens qui se questionnent sur le sujet et c'est là que je me suis rendu compte que ça prenait des proportions. Ça a été vraiment du jour au lendemain presque où je me suis dit: «OK, il se passe un truc. J'ai pas du tout le contrôle de ce qui se passe» et hem et là, ça me dépasse Mmh. complètement et surtout, là, je me suis rendu compte je m'étais dit à moi-même: «Si un jour tu viens à gagner de l'argent de ce projet, tu en parleras à ton entourage». Mais jusqu'à ce moment-là, non. Et là, du coup, très vite, il y a eu plein de gens qui se sont fait des recherches sur le sujet, plein de connaissances à moi qui m'ont dit: «Paul, je t'ai vu sur YouTube, c'est quoi cette histoire?» ou des et je me suis mis à gagner assez rapidement de l'argent avec la publicité de YouTube et d'un coup, j'ai dû faire mon genre de coming out, blogueur et heu et tout s'est enchaîné très, très vite à partir de ce moment-là. Quelle opportunité incroyable! Ouais, Quand tu coup parles de d'une bol. série, c'est une série télévisée, là? C'est ça Ouais, ouais, que ouais. fait que tu veux OK. On n'a pas eu le même bug ici au Québec. En tout cas, ça a passé plus, hors radar. C'est peut-être juste moi, mais c'est fascinant. Comme quoi, des fois, sur notre je veux dire, notre ligne de vie, il y a quelque chose que, sans le savoir, toi, tu préparais, puis que là, ben, Ouais, t'étais mon Dieu, t'étais là dans les quand les gens se sont mis à j'étais taper là. ça dans Google et ailleurs, ben là, toi, tu ressortais dans les Ouais, résultats de recherche. Tu avais déjà documenté beaucoup et c'est là que c'est arrivé. Wow! ouais, ouais, ouais. Tu sais, on le sait, là, parler de soi, c'est pas quelque chose de simple. Je comprends peut-être Mmh. le pourquoi ta réticence aussi d'en aviser ou d'en informer tes proches, ton entourage de ce projet-là, tu Oui, sais? Parce que, ben, tu abordes des sujets quand même très, très, très personnels, très identitaires aussi. J'imagine que ça n'a pas été simple à partager. Quel aspect de ton parcours t'a demandé le plus de courage à raconter publiquement à travers ce premier blog-là? je pense que ça a été l'aspect, de comment je gère certaines relations sociales. Mmh. C'est-à-dire que je suis très, méthodique, j'ai des listes pour tout, des quand j'échange avec quelqu'un, je vais noter son nom sur une note de mon téléphone, dire ce qu'on s'est dit, comme ça et je sais que quand je vais revoir des gens, je retrouve cette note et je vois les sujets qu'on a abordés et je sais quoi faire. Enfin, j'ai un côté comme ça un peu, j'ai des notes sur plein de choses et j'ai abordé ces sujets-là ou dire que des fois, il y avait des discussions avec des gens que je trouvais complètement futiles et que je limite me faisais chier avec eux et heu et je voulais être totalement honnête dans le blog et je me suis dit: «Si un jour les gens viennent à lire ça, je suis foutu». Hem, ça a été sur le moment, en fait, c'était pas spécialement un acte de courage parce qu'il y avait personne qui lisait à ce moment-là. Mmh. C'est plus après, je me suis dit: «OK».
là, il y a du monde qui lit. Est-ce que je laisse ça en ligne ou non? Finalement, j'ai laissé en ligne et et on en rigole avec des proches qui m'ont dit: «Ah mais en fait, là, on est en train de te parler, mais ça te plaît pas trop la discussion. Je vois où il se passe ça, ou tu vas te faire une note sur ce qu'on s'est dit», ou et maintenant on en rigole, c'est Ah! devenu plus une blague, donc ça va mieux. Ah! Est-ce que tu dirais que ça t'a libéré de quelque chose? D'avoir Ouais, osé dire ces choses-là? complètement. Ouais, complètement. Déjà, bah, je me suis rendu compte que j'avais très peur, moi, que l je pensais que tout le monde allait regarder toutes les vidéos, lire tous les articles et tout ça. En Mmh. fait, pas du tout. Enfin, tous mes amis, mmh, ils s'en fichent. Mmh. Et ça va plus être maintenant, du coup, j'ai beaucoup moins peur d'en parler parce que je sais que les personnes concernées ne le reliront pas, et ça m'a habitué à pouvoir dire de manière sympa des choses qui peuvent fâcher. Hem, Mmh. de savoir comment les amener, et ça m'a beaucoup plus déculpabilisé dans un sens, sans chercher de la méchanceté, de l'attaque à tout prix, c'est pas le but. Mais de dire: «Moi, cette chose-là, je la ressens comme ça, c'est pas méchant envers toi, c'est pas, bien», je dis pas ça pour me glorifier, mais juste j'ai pris beaucoup d'assurance là-dessus, quoi. Là où avant je pouvais être très cru dans ce que je disais. Mmh. J'aime quand tu dis, tu sais, mes proches, mes amis, ont pas lu l'entièreté des Non. articles que j'ai écrits ou des vidéos que j'ai pu publier, tu sais? Puis ça, c'est drôle parce que tu es pas le seul à avoir cette pensée-là. On a l'impression que, justement, tout le contenu qu'on publie est 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 lu ou est consommé, tu sais, de la même façon que nous, on le consomme. C'est sûr que nous, on est les Ouais. premiers, on est les seuls et uniques à consommer l'entièreté de notre contenu. Puis c'est comme si on a Oui, l'impression que c'est vraiment de se mettre à nu devant tout le monde quand on fait ça, mais effectivement, qui prend le temps de lire de tout notre contenu, d'aller personne, tu sais, personne. En tout cas, je personne, mets tout le le monde défi, s'en s'il y a fiche. quelqu'un qui a lu tout mon contenu, qui a écouté tous mes épisodes de podcast, venez m'écrire, ça m'intéresse de vous connaître. Faites signe. Mais effectivement, ce que tu dis et moi je le constate aussi, tu sais, quand on prend conscience de ça, ça aide Mmh, quand même à faire le prochain pas, ça aide quand même à se dévoiler complètement. davantage. Ce qui m'a beaucoup pas déculpabilisé, mais fait du bien aussi, c'est j'avais très peur de me dire: «Oh, mais si je publie ça et que c'est pas lu et je vais avoir honte, ou si cette vidéo elle fait 0 vue, je vais avoir trop honte». Sauf qu'après je me dis: «Mais si elle fait 0 vue, c'est que personne a vu qu'elle a fait 0 vue, donc tu vas pas avoir honte, au pire tu la supprimes. Si personne l'a vue, personne peut tu vas pas avoir honte que personne ne l'ait vue», tu vois? Ouais, Et ça m'a ouais, fait beaucoup de bien. ça passe incognito dans les 2 Ça sens, d'un passe côté ou de incognito. l'autre, Ouais, tu sais? ouais, Exact. Ah ouais, ah ouais. Intéressant. Ben oui, on trouve des façons, hein, les entrepreneurs de mieux vivre avec le fait de créer du contenu puis de se dévoiler. C'est vrai que, ouais. ouais, dans les deux sens. Puis justement, en parlant d'entrepreneurs, j'aimerais ça qu'on se place du côté des entrepreneurs qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui se disent que leur histoire est banale, à la Ouais. limite ordinaire, plate, hein, que ça vaut pas la peine d'être raconté. Beaucoup de solopreneurs se disent: «Mon histoire a absolument rien d'exceptionnel». Qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à partir de ton propre parcours puis ton expérience avec ton premier blog? Ouais. Bah, je dirais que, déjà, c'est beaucoup se sous-estimer de mon histoire n'a absolument rien d'exceptionnel, que je reste persuadé que la mienne n'a rien d'exceptionnel non plus. Je suis HPI, mais je pourrais faire un blog sur le fait que je suis très grand. Ça se voit pas à la caméra, mais je suis gigantesque C'est vrai? et des galères Ça que mesure ouais, je combien, suis très, Paul? très grand et mais voilà, c'est juste j'ai décidé de faire un business là-dessus. Mmh. Ce qui compte plus, ça va être l'authenticité avec laquelle on crée le contenu, pour pouvoir créer la relation avec l'audience et trouver une audience qui résonne avec ce contenu. Et si on pense qu'on a une vie plate, visiblement, il y a plein d'autres gens qui pensent qu'ils ont des vies plates. Même je pense encore une fois que c'est faux, mais enfin que personne n'a une vie plate ou une vie, similaire à celle de tout le monde. Je dirais plus de pas chercher ce qui nous rend différents, mais plus d'y aller en étant totalement transparent et honnête et décomplexé. Mmh. C'est souvent ce qui fait aussi qu'une audience va s'identifier plus Mmh, facilement à nous complètement. aussi, à notre histoire, à ce qu'on a à raconter. Souvent, je dis, puis ça fait du sens avec ce que tu dis, tu sais, il y a pas grand monde, là, dans le monde qui ont monté l'Everest, qui ont vécu une attaque de requins, qui ont eu des histoires Ouais. complètement, tu sais, je vais dire folles, mais Ouais, extraordinaires, là, tu sais? C'est plus difficile dans ces cas-là de se reconnaître, de s'identifier.
Oui, ça peut parfois nous inspirer, hein? Ça peut nous inspirer à aller de Mmh. l'avant, à faire le prochain pas, mais en termes d'identification, l'effet miroir, là, l'effet, tu sais, quand on lit ou qu'on consomme du contenu puis qu'on se dit: «Oh mon Dieu, ça fait du bien!» Ça me fait du bien parce que Ouais, je me sens compris, moins seul. Moi aussi, je suis comme ça ou comme ceci, je me reconnais là-dedans. Ça a un grand pouvoir, ça. Tu l'as complètement, constaté? Est-ce que tu l'as constaté avec complètement, te ouais. avec ton blog? Ouais. Ouais, le message que je reçois le plus, c'est: «Merci de mettre des mots sur ce que je ressens». Parce que Mmh. alors c'est le côté HPI ou hypersensibilité, il y a beaucoup de il y a en France, c'est reconnu via un test, surtout le HPI, qu'il faut aller passer, mais qui coûte super cher. Donc tout le monde n'a pas les moyens d'aller le faire, hem et il y a des tests dispo en ligne et tout ça qui permettent de enfin, on va dire un prévalidation, pardon, ou un truc comme ça, mais qui sont Donner un très basés indice. sur le ressenti. Ouais. Voilà, un indice et c'est très basé sur son ressenti à soi. C'est: «Est-ce que je me sens comme ça? Oui ou non?» C'est moins factuel et je pense que ça joue un peu en ma faveur, mais il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah merci de je me comprends enfin» ou «Je me suis toujours senti bizarre» et voilà et beaucoup de gens qui se reconnaissent en fait et ça déjà ça fait très plaisir. Mais ça vient dans le fait qu'il faut aussi parler des moments difficiles et arriver à dire: «Bah, moi ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je suis comme ça» et plus vraiment jouer la transparence. C'est ce qui a Mmh. toujours marché pour moi en tout cas. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, il y a une autre question aussi qu'on me pose souvent, c'est: «Jusqu'où je vais?» Tu sais, autrement dit, comment doser entre cette transparence-là, puis Ouais. le contenu utile, hein, qui Mmh. va potentiellement aider celui qui me lit, qui me consomme. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Pour un entrepreneur qui veut raconter son histoire, comment Ouais. on trouve l'équilibre entre se livrer juste Mmh. assez, puis livrer du contenu qui aide à la fois? Ouais. J'ai essayé, moi j'ai de toujours donc c'était beaucoup je lis un article scientifique sur un sujet du HPI ou de l'hypersensibilité, je le vulgarise, je dis comment moi je le ressens et enfin si je suis pas d'accord ou pas d'accord, mais si je le vis comme ça ou non. Et j'essayais toujours de donner des exemples perso en lien Mmh. avec l'article scientifique ou le bouquin, enfin le contenu que «j'étudiais» entre guillemets, je suis pas spécialiste, mais entre le sujet du contenu. Et comme ça donnait du perso, mais du perso qui était en lien avec le sujet. Et après dans la question d'aller trop loin ou pas trop loin, je pense qu'au début, je suis allé très loin dans le «je donne tout, je suis Mmh. 100% transparent» et qui a pu avoir avec certains un peu j'ai oublié le nom, comment c'est, mais tu sais quand les gens, ils tombent amoureux de leur psychologue? Ah! Hem Oui. et j'ai reçu des fois des genres de lettres d'amour ou des choses comme ça et je pense ça c'est lié un peu aux gens qui se disent: «Oh, Paul il m'a trop compris» et qui après vont regarder des heures et des heures de contenu de moi et qui créent une genre de relation complètement asymétrique et ça je pense c'est lié aussi au côté vulnérabilité qu'on tombe amoureux des gens mais quand, enfin on s'attache aux gens si on voit leur vulnérabilité et qu'on voit leurs failles, c'est bien de les montrer mais il faut aussi avoir ça en tête que c'est un peu à double tranchant. Oui, mon Dieu, mais quelle anecdote, effectivement. Comme si ces personnes-là se sentaient tellement tout à coup comprises Ouais. par toi, en l'occurrence, hein, que là, il y avait comme un mélange de c'est quoi l'avenue de la relation et Ouais, complètement. ouais, ouais, mais en même temps, c'est ça témoigne d'une grande valeur de transformation, de révélation, j'oserais même dire peut-être d'épiphanie chez des personnes Mmh. qui trouvent enfin écoute, on va dire, ou se sentir moins Ouais. seul, hein. C'est une grande révélation quand on se rend compte que je suis pas le seul ou la seule au monde à vivre ça quand on a longtemps pensé qu'on était Mmh. seul, bizarre ou Oui. déconnecté du reste, de la société. Ouais, Ça doit ouais. être une grande révélation pour plusieurs. Ouais, fait que là, c'est à partir de ce moment-là, moi, ce que je comprends dans l'anecdote que tu racontes, que tu as commencé à peser peut-être un peu plus ce que tu allais partager. Oui. C'est là que Mmh. je me suis dit: «OK», plus je me suis rendu compte que ce que je disais était écouté. Et je me suis dit: «Tu parles plus tout seul dans ton salon, reste calme Polo» et et plus me dire: «OK».
est-ce que cet exemple, cet élément personnel que je raconte, cette vulnérabilité que je montre, est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose? Oui ou non? Ou est-ce que c'est Mmh. plus moi qui l'utilise vraiment comme un défouloir, comme un journal intime, ce que je faisais au début et où j'ai pu dire des choses que moi je trouvais en lien, mais que maintenant avec le recul et l'œil, ça c'était il y a 5 ans, je me dis: «Là, je suis peut-être allé un peu trop loin dans le» et en même temps, c'est dur de dire: «J'aurais pas dû faire ça» parce que ça m'a amené là où je suis, donc c'est cool aussi. Oui. Mais je pèse plus le pour et le contre maintenant, ça c'est clair. Mmh. Ah, c'est l'expérience, qui rentre Ouais, aussi, puis, oui, l'effet vider son sac. Moi, j'appelle ça comme ça, l'effet vider son sac, hein? ouais, Hem, puis souvent quand cet effet-là arrive quand moi, je pourrais dire pas qu'on est impulsif, mais on est encore dans l'émotion souvent aussi, qu'on a oui. ce réflexe-là, si on veut, de se libérer, de sortir ça, tu sais, un peu comme justement, comme on disait, comme quand on écrit dans notre journal intime, là, tu sais, juste pour se décharger. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'en comprends que ça, ouais, c'est ça, ça a eu un impact, au départ, puis t'as rectifié le tir à un moment donné quand t'as pris conscience que: «Ouais, attends un peu, Mmh. qu'est-ce qui apporte de la valeur, à mon audience qui maintenant me lit?» Hein, Oui, donc je via des gens. exact, c'est ça. Parce que se raconter, c'est puissant, mais ça vient aussi avec des défis. Oui, Tu sais, ça vient avec des défis aussi en même temps, puis comme tu l'as expérimenté, ben, on les découvre ces défis-là dans le chemin, ouais. en Ah avançant oui. dans le chemin et rarement au début, tu sais. C'est quoi selon toi le pire réflexe à avoir quand on commence à parler de soi en ligne pour servir son entreprise? Mmh. Je dirais mentir. Mmh, ouais, c'est clair. Ne jamais ment Je préfère trop en dire, que dire un mensonge. Mmh mh. Parce que ça va se sentir soit, ou jouer un rôle, mentir dans sa personnalité, mentir dans ce qu'on veut, mais ça va se savoir à un moment ou à un autre et je pense que si on n'est pas honnête, ou dans la façon d'être, dans la personnalité, ça va les gens le ressentent et si on dit un mensonge sur je sais pas quoi, à un moment, on va se contredire et là, les gens vont perdre la confiance aussi et ce qu'on essaye de cons enfin, maintenant, j'ai une vision beaucoup plus pragmatique de cette vulnérabilité. C'est-à-dire que au début, ça a commencé, j'étais naïf, j'ai raconté vraiment ce que je voulais. Maintenant, je me rends compte que c'est un atout énorme et que ça crée une audience, qui est beaucoup plus prête beaucoup plus à même d'acheter et Mmh. le côté mensonge, ne pas être honnête, ne pas être transparent, fait perdre cette confiance et si on garde la casquette, entrepreneur, c'est pas bon pour le business. Non, clairement, clairement. C'est ce qu'on veut quand on est entrepreneur, c'est surtout faire avoir la confiance, avoir la Ouais, confiance. Alors, c'est cette confiance-là est quand même, je dirais pas difficile à gagner, mais tout de même, hein, elle se fait pas en claquant des doigts. Il ça c'est faut sûr. oui, oui, il faut la bâtir cette confiance-là, mais effectivement, par contre, elle peut se perdre plus rapidement. Oui, Effectivement. Très bon point, très bon point. Puis tu sais, toi, Paul, tu as choisi le format du blog, donc un contenu long, hein, pour une bonne oui, partie de ton histoire quand tu as lancé ouais, ton 1er blog Connect the Dots. J'ai envie qu'on explore ce que ce format-là permet plus que les simples posts sur les médias sociaux. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut se permettre de raconter sur un blog qu'on racontera peut-être moins dans un post Instagram, par exemple? oui. J'irais enfin je dirais plus la profondeur. J'ai jamais été très bon pour les petits contenus, les contenus un petit peu snack ou faire 3 phrases impactantes et ça j'ai jamais été bon là-dedans et par contre, j'ai plus été bon pour arriver à expliquer une idée, mais en un gros pâté bien long, quoi et c'est Mmh. pour ça que je me suis plus tourné vers, du blogging principalement. Ça me laissait plus le temps de, bah, vraiment d'expliquer mon idée, de dire: «OK, j'ai pensé ça, j'ai lu ça, j'ai fait ça, machin». Là où j'estimais que j'avais pas le temps de le faire avec, une story ou un post ou quelque chose comme ça. Je Mmh. enfin ça me ressemblait pas. Encore une fois, je pense qu'on revient aussi un peu sur cette histoire heu, d'honnêteté, de transparence, je consomme pas le contenu des réseaux sociaux non plus, donc j'ai même pas les codes
et Mmh. je le consomme pas à titre perso. Par contre, un blog, moi, je suis un gros lecteur et tout ça, donc ça me ressemblait plus, en plus, dans le type de contenu que je produisais. Ouais, fait que c'était plus authentique pour toi d'utiliser un format qui te correspond davantage à qui tu es, bien Ouais, sûr. Puis est-ce que tu dirais que le blog, parce que tu as parlé de profondeur, tu as cette recherche, je peux me permettre peut-être plus de profondeur dans ouais. un contenu plus long. Est-ce que tu dirais que la connexion avec un article de blog, ben, en fait, pas l'article même, mais la personne derrière, Mmh. l'auteur de cet article-là est plus profonde justement que sur les médias sociaux? Je pense ça, c'est un peu le danger, c'est-à-dire qu'il y a moyen, il y a la possibilité que ce soit plus profond, parce que la personne reste plus de temps, que sur juste une story ou un post qui va se lire beaucoup plus vite. Par contre, il faut faire en sorte que l'article de blog reflète une personnalité, enfin sa Mmh. personnalité du coup. Que si c'est froid, s'il y a pas une photo du visage qui aide beaucoup, s'il y a pas des éléments personnels tout au long du truc, enfin de l'article, c'est vraiment juste des lignes et ça peut être le danger du blogging. Là où sur des médias sociaux, souvent c'est accessible via le smartphone, les gens sont beaucoup plus proches que le blog, c'est sur l'ordi, il y a un peu de distance. Donc il faut trouver un moyen de rendre le blog plus personnel et un peu moins froid, mais si on y arrive, je pense que c'est beaucoup plus puissant. Mmh. J'aime ça que tu parles de l'humain derrière parce que je m'en vais vers ça avec mes prochaines questions parce que, tu sais, en écrivant des articles de blog, ben, tu as commencé à recevoir des messages à un moment donné quand tu as commencé à Ouais, être lu. Avec la série HPI qui a créé une belle opportunité pour toi, tu t'es mis à échanger avec ta communauté. J'imagine que ça t'a peut-être aidé à assumer encore plus cette partie-là identitaire de toi aussi, avec d'autres personnes qui te communiquaient: «Hey, moi aussi», mmh, comme une communauté en essence. Ça, je trouve ça vraiment beau puis puissant. Puis je dois dire que je l'ai un peu vécu moi aussi, mais de l'autre côté de l'écran, Paul, parce qu'en te ouais. lisant sur l'hypersensibilité, je me suis reconnue dans plein de choses que tu décrivais, au point où j'ai passé ton test, le fameux test, savoir est-ce qu'on est une personne hypersensible? Je le sais, je me définis comme ça depuis plusieurs années déjà, mais je me suis prêtée au jeu pour aller voir selon le test et mon score m'a clairement confirmé que oui, là, je coche énormément de cases, moi aussi, sur l'hypersensibilité. Donc je le sais comme lectrice à quel point ça peut faire du bien de se sentir moins Mmh, seule dans sa manière de fonctionner, dans «Ah, mon Dieu, c'est vrai, je suis tellement comme ça. Ah oui, je prends conscience à travers le petit test en ligne qui a été fait de certains traits que ah, c'est vrai, ben oui, je suis comme ça. Tu sais, ça a ce mmh, pouvoir-là de se sentir moins seul, c'est ça, sur la manière qu'on fonctionne. Comment une communauté peut devenir un miroir identitaire? oh, oh, Mmh. elle est dure ta question. Hem, je je saurais pas trop dire. Je me suis jamais posé la question de comment faire ça pour moi. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de enfin, ça s'est fait un peu sans faire exprès. J'ai créé un groupe Facebook à un moment, plus mais là, c'était la casquette, business qui reprenait le dessus. Je me suis dit: «Il faut que j'ai plein de points de contact avec les gens et tout ça, que je les perde pas et tout, que je puisse les agripper de partout, quoi». Et du coup, j'avais créé une communauté sur Facebook, enfin 2, une HPI, une hypersensible. Celle hypersensible a beaucoup pris. Il y a énormément de monde maintenant. Hem, Comment donc je s'appelle, pense ça a Paul, dû cette jouer. communauté-là? Excuse-moi, je veux pas te Oh! te couper, mais est-ce qu'elle est Alors, encore active? la partie HPI, oui, mais moyennement. La partie HPI, le groupe, il s'appelle «Le Troupeau», je crois. OK. Parce qu'il y a un OK. jeu en français où ils disent que les HPI, c'est des zèbres et je me suis dit: «Ça va être un troupeau de zèbres». Ah, j'adore Et pour l'image. les ouais, pour les hypersensibles, je crois que le groupe s'appelle «Le Refuge des hypersensibles» OK. sur Facebook, Note à mais ceux je les qui gère écoutent plus et du tout. qui OK, Ouais, OK, OK. Ils sont encore actifs? allez-y, c'est plus du tout moi. Ils sont accessibles, mais c'est plus moi qui les gère parce qu'il y avait trop de pas assez de temps et puis la casquette, entrepreneuriat qui disait: «C'est pas assez rentable». Ça a créé là, je pense, il y a eu un gros esprit de communauté. Sinon, après, ça a vraiment été je me suis toujours demandé comment je pouvais rendre ma newsletter plus parce qu'en fait, c'était moi qui envoyais un mail à des milliers de gens. Mais je voulais que ces milliers de gens aient un moyen de communication entre eux, s'ils étaient OK. J'ai jamais trouvé la réponse là-dessus.
Mais ça a été des idées que j'ai eues. Mmh. Ça me touche ce sujet-là parce que, bon, je l'ai dit, moi, je suis moi-même hypersensible, puis il y a eu un moment où j'ai arrêté de me dire dans mon histoire: «Faut que je sois moins sensible». Hein, parce Mmh. qu'il y a un moment où est-ce que la croyance de nos traits de personnalité face à cette bon, dans mon cas, l'hypersensibilité, qu'on voit ça parfois comme une faiblesse. Il y a un moment Ouais. dans l'histoire, en tout cas dans la mienne, où j'ai longtemps vu ça comme une faiblesse, puis whoop, où il y a eu un pivot, puis j'ai commencé à me dire: «Ben, puis si c'était ça dans le fond, mon super pouvoir», bon, on va dire ça comme ça, et si c'était une force, si on virait ça de bord complètement, puis aujourd'hui, je réalise que c'est ce qui me permet à moi de me connecter aux histoires des autres avec beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de Mmh. sensibilité. Et j'ai envie de te retourner comme la question dans un autre angle. Est-ce que tu dirais que cette, on va dire, cette hypersensibilité-là est utilisée, peut être utilisée comme une stratégie de connexion à travers des articles de blog, à travers des infolettres, par exemple? Je pense que ça a joué énormément en ma faveur. Le côté où moi, j'arrivais beaucoup plus facilement, je pense, à connecter avec les gens où enfin, j'ai jamais l'impression d'avoir fait des efforts là-dessus, pardon, mais jouer l'honnêteté, ça a toujours joué pour moi et je pense qu'il a été très facile enfin facile, encore une fois, joué en ma faveur, ça a été le fait que, hem, beaucoup des de mes lecteurs et lectrices, c'était des HPI ou hypersensibles assez incompris et qui avaient besoin de se raccrocher à quelqu'un ou Mmh. quelque chose, mais ça a été quelqu'un dans mon cas. Donc je pense que ça a beaucoup joué là-dedans, mais tu vois, dans le côté email, ou création de la communauté, je pense que c'est l'hypersensibilité, moi, qui m'a fait petit à petit rejeter ce blog et ce pan de mon activité dans j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant: «Paul, merci, je me sens enfin compris ou comprise. Moi, il m'est arrivé ça, ça et ça dans la vie, je suis pas bien parce qu'il y a ça, qu'est-ce que je fais?» Et j'ai pas réussi toujours à mettre une barrière et Mmh. à pas me retrouver complètement attrapé dans les histoires des gens. Tu vois? De je me sens mal, j'ai envie de faire des bêtises, enfin de plein de choses et j'ai eu beaucoup de mal vraiment à pas laisser mon hypersensibilité prendre le dessus sur ces points-là. Mmh. Donc je pense que ça a été un avantage parce que j'étais très bon, je dirais un peu naturellement pour arriver à comprendre les gens qui venaient me parler, mais je l'ai surtout vécu là-dedans, sur ce pan-là, hein, vraiment l'emailing et la création d'une communauté comme un poids parce que, bah, je me sentais trop éponge envers les gens, tu vois? Mmh. Ah, puis ça, c'est un trait, Paul, clairement des hypersensibles, à être éponge, avoir de la difficulté parfois à mettre la ligne entre ses propres émotions versus les émotions des autres, lesquelles m'appartiennent pas. Comment ça, tout à coup, je me sens Complètement. comme ça? Alors que, voyons, moi, mon énergie, là, dans laquelle je suis, là, présentement, c'est pas ça. Je me ramène à mon essence. Ah, ça, Oui, je partage tout à fait ce point-là avec toi. C'est un trait que j'ai aussi. Puis on dirait que je fais du pouce sur ce que tu as dit. Je sais pas si c'est le fait d'être hypersensible, mais on attire à soi aussi ce genre de confidence-là. mmh, C'est comme si, en racontant notre histoire, on donne la bien sûr, puis ça, c'est bien, je trouve, dans un sens, on donne la permission aux autres aussi de le faire à leur tour, de se raconter à leur tour, mais la ligne devient parfois plus difficile à tracer entre: «Je ne suis pas un psychologue, je ne peux complètement. tu sais, c'est ça, je ne suis pas en relation d'aide. Oui, je te comprends parce que j'ai une hyper empathie développée de par mon hypersensibilité. Oui, ça me touche énormément ce que tu vis, puis quand ça nous touche, on vient qu'on a naturellement, là, je vais parler au «on» Paul, mais tu pourras, me Mmh, corriger si c'est pas le cas. On a naturellement envie d'aider. On a naturellement envie de soulager, de faire sentir mieux la personne qui se confie à nous, mais c'est pas toujours notre rôle, hein? Notre rôle, oui, c'est oui, ça peut être complètement. l'écoute, mais ça peut s'arrêter là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est quand on se livre publiquement, quand on a une entreprise en ligne ou quand on a un blog, puis qu'on est hyper sensible, on est en tout cas, moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore aujourd'hui, puis je me ramène toujours, c'est ça, OK,
Tu sais, je veux pouvoir en donner, je veux pouvoir être là, mais à un moment donné aussi, il faut être capable, hein. C'est un bel apprentissage ça, Mmh. à travers le contenu qu'on publie, être là suffisamment, mais pas non plus prendre l'histoire et les émotions des autres Ouais. sur notre dos quand même. Mmh. Puis là, ben, j'ai envie de savoir, Paul, à quel moment tu as réalisé que ce blog-là, se le il se limitait plus juste à connect the dots, mais qu'il avait besoin d'un nouveau projet? Parce que là, il y a un Ouais. deuxième blog qui est apparu à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est passé d'un premier blog au deuxième? C'est quoi la prise de conscience derrière ça? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Enfin, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu déjà beaucoup de gens moi, à cette épo c'était quoi? 2022, donc je pense 2 ans, 2 grosses années après avoir commencé, en gros. J'avais pas mal de gens dans mon entourage qui me disaient: «Paul, tu vis avec un blog, comment on fait? C'est quoi cette histoire? Comment apprends-moi». Mmh. J'avais des gens dans ma liste email, pareil, qui me disaient: «Je te suis depuis 2 ans, avant tu étais un petit inconnu, maintenant c'est un métier que tu arrives à en vivre. Comment c'est quoi la stratégie derrière? Comment on fait?» Et là, je Mmh. me suis dit: «Il y a peut-être du contenu à créer là-dessus». Donc ça, c'était un premier élément. Il y a eu que moi, en apprenant à me formant au blogging, à la vente de formations et tout ça, la stratégie derrière s'est mise à beaucoup m'intéresser, donc je me suis dit: «Je pourrais aimer créer du contenu là-dessus». Et il y a eu un autre point, c'est que, ouais, comme je te le disais, moi, je commençais à vouloir prendre un peu de distance avec certaines personnes, enfin plus, je me sentais trop j'arrivais pas à mettre un mur entre moi et certains des gens qui me parlaient. Je me sentais trop investi, trop je me disais: «Ça va pour le moment, mais tu vas pas tenir plusieurs années. C'est pas sain pour toi, il faut que tu arrives un peu à te protéger». Mmh. Et et je pense, j'avais creusé tout le sujet. C'est-à-dire que j'adore apprendre. Ce qui me passionnait au début, c'était de trouver une nouvelle étude scientifique qui vient de sortir, la lire, la vulgariser, en parler. Mais, c'est pas un sujet qui avance assez vite pour que j'ai tout le temps du nouveau contenu à produire. Et Mmh. au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond et de remâcher un peu du contenu que j'avais déjà dit et tout ça, et on arrivait un peu là-bas justement, j'étais pas 100 honnête et 100 aligné avec le contenu que je produisais. Et c'est là que je me suis dit: «Peut-être on va ou faire 50-50». C'est là que je me suis dit: «Je vais lancer cet autre projet, donc Business Bacon, pour faire 50-50». Et petit à petit, je suis parti à 100 sur l'autre projet. Mmh. Puis est-ce que ton histoire personnelle est encore le moteur principal de ton deuxième blog ou c'est devenu autre chose? Comment tu le travailles? Comment tu l'intègres aujourd'hui? Quelle place tu dirais que ça prend dans Business Bacon? Je dirais que ça prend quand même beaucoup parce que je l'ai créé suite à des demandes de mon entourage et de mes abonnés. Donc c'est pas moi qui ai eu cette idée tout seul, c'est, des gens de mon entourage qui m'ont soufflé l'idée. Ça vient à un moment où moi j'en avais marre du premier contenu, j'avais envie de créer du contenu sur un autre sujet que j'aimais. Au début, en plus, je le vendais, enfin je le marketais un peu en mode, «Je vais vous apprendre à faire ce que j'ai fait avec ce premier blog», donc ça suivait cette histoire personnelle, même si maintenant ce premier blog, j'en parle plus trop dans mon marketing actuel. Donc ça a continué là-dedans, c'était moins personnel dans le sens où le HPI et l'hypersensibilité font partie de moi. Là, le business web, c'est mon métier actuel, mais je dirais pas que ça fait partie de moi. Aussi bien dans 5 ans, je me suis réorienté, je fais complètement autre chose et ça aurait été une partie de ma vie. Le HPI, je vais le garder toute ma vie. Mais, donc c'est un sujet qui me passionne en ce moment et en ça, ça fait partie de moi. Mmh. Puis là, on parle de blog depuis le début. On peut pas parler de blogging avec toi sans poser la grande question que tout le monde se pose en Oui. 2025-2026. Est-ce qu'on peut vivre d'un blog à l'aube de 2026? Parce que bon, on est à la fin de l'année 2025 au moment où l'épisode sort. On peut-tu encore vivre en 2026 avec un blog? Alors, la grande réponse, c'est oui, mais c'est pas, l'eldorado que c'était avant. Mmh. Il y a beaucoup plus de concurrence, ça c'est normal vu qu'il y a eu beaucoup de monde qui s'y est mis, beaucoup plus de contenu et en plus depuis
quoi, 2 ans qu'il y a ChatGPT et plein d'outils d'IA, c'est devenu beaucoup plus facile de créer du contenu en masse et il faut trouver des moyens de se démarquer de la concurrence. Donc oui, c'est totalement possible. Moi, aujourd'hui, je pense que 95 des revenus que j'ai et qui me permettent d'en vivre très confortablement, ça vient de Business Bacon, le blog. Parce qu'il y a aussi le podcast et tout ça, mais c'est le blog en lui-même, le référencement Google, qui me permet de générer, ouais, 95 de mes revenus, je pense. Donc j'en vis, je suis la preuve. Hem, Quand même. mais voilà, mais c'est moins facile qu'avant, je dirais. Et surtout, c'est beaucoup moins sexy. Mmh. Les Qu'est-ce qui gens, a le ils veulent plus de l'IA, ils veulent du mmh, dropshipping, ils veulent du Amazon FBA, ils veulent pas d'un blog, c'est vieux jeu ça. qu'est-ce qui a le plus changé, selon toi, depuis que toi, tu as lancé ton premier blog en Mmh, 2020, tu disais? Comment le 2020. le marché s'est transformé? Bon, là, tu as nommé quelques éléments, mais j'ai envie de t'entendre approfondir un petit peu là-dessus. Ouais, Quelqu'un qui se lance 6 ans plus tard, là, alors que j'ai l'impression que le pic, l'âge d'or du blog est peut-être un peu en déclin, là. Qu'est-ce qui a le ouais. plus changé? Ouais. Je pense qu'en déclin surtout, c'est la mode du blog. Mmh. Le modèle d'affaires qu'il y a derrière est toujours totalement viable. C'est un moyen d'attirer du monde comme un autre. Juste la manière de le faire est différente et là avec, l'IA notamment, Google met de l'IA dans ses résultats de recherche, tout ça, c'est encore un peu flou sur comment on fait pour toujours bien se positionner. Avant, il y avait 10 résultats dans la première page de Google, maintenant il y en a un peu moins, donc ça, la barre est un peu plus haute. Avant, on pouvait faire des contenus passables. Maintenant, tout le monde peut faire des contenus passables avec l'IA, donc il faut trouver un moyen de faire des contenus mieux. Donc la barre est un peu plus haute. C'est plus difficile qu'avant, mais c'est totalement faisable. Mmh. Puis si j'ai des auditeurs, là, qui nous écoutent, qui ont soit un blog à réactiver. Il est là, mais tu OK. sais, il est pas trop actif. Ou des auditeurs qui se disent: «Hey, moi, j'ai envie, là, en 2026, de lancer mon blog une fois pour toutes». C'est quoi les meilleurs trucs, conseils que tu as envie de leur donner pour Ouais, démarrer ou pour réactiver un blog pour existant? réactiver. Ouais. Alors si c'est pour ouais, non, mais les 2 c'est les mêmes. Il faut du contenu de qualité, donc c'est, mettez-y toute votre âme. Avant, il y avait beaucoup je sais plus comment ça s'appelle, mais on visait un mot-clé et il fallait mettre un peu ce mot-clé dans les titres et écrire des textes plus pour Google, tout en étant lisible et compréhensible pour un humain. Maintenant, Google devient de plus en plus humain et l'IA aussi. Donc il faut écrire pour l'humain d'abord. Et je pense qu'il y a un switch un peu à faire, c'est-à-dire que écrire du contenu qui répond à la question que que le lecteur se pose et arriver à rendre ce contenu intéressant. Les gens, ils n'ont pas le temps de lire des contenus longs, sauf certains, mais du coup, il faut arriver à quand quelqu'un scanne la page, à ce qu'ils se disent soit: «OK, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'aller plus loin», soit qu'ils trouvent directement la réponse. Donc c'est faire des titres qui structurent bien le texte, mais où on comprend en gros en scannant la réponse, ajouter plus d'images, trouver un moyen de rendre le contenu, enfin l'article, plus sympa à lire et à survoler. Donc ça, c'est le gros point contenu et après il y a un gros volet sur les backlinks. Donc c'est les liens que les autres sites font vers notre blog à nous, qui est la partie hyper chiante à faire mais ça, il faut vraiment, enfin, comme c'est chiant, il y a beaucoup moins de gens qui le font et ça rend le truc encore plus facile d'avoir des bons résultats. Donc là, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller dessus. Mmh. C'est de l'article invité, c'est passer dans des podcasts de gens qui permettent d'avoir des liens dans les descriptions, c'est des choses comme ça. Ouais. Dirais-tu que le storytelling, quand on injecte, en fait, notre histoire dans nos articles de blog, ça permet à rendre notre article plus sympa, comme tu disais? Est-ce que ça en est un ingrédient, ça, Ouais. qu'on doit encore en 2026 injecter dans notre contenu? Je pense oui, il faut trouver un moyen il y a 2 types de personnalisation qu'il faut injecter. Il y a beaucoup d'articles qui sont des copier-coller de ChatGPT. Donc il faut arriver à personnaliser son article, qu'on l'écrive avec ChatGPT ou à la main, pour que visuellement, il soit différent de ce qu'on voit ailleurs. Pas forcément besoin des trucs flamboyants qui clignotent, mais juste trouver un moyen que la personne se dise: «Ouh, il y a eu un peu de travail ici, c'est bien fait». Mmh. Et après, dans le contenu, c'est-à-dire utiliser sa voix, enfin,
trouver un moyen de personnaliser le texte pour pas le rendre fade. Et là, on cible le premier, c'est pour que les gens qui scannent, ils se disent: «Tiens, ça vaudrait le coup de lire», et le deuxième, c'est pour que la personne qui lit, elle se dise: «Tiens, Paul, il a l'air sympa, je vais m'abonner». Mmh. Réussir à injecter de sa personnalité, hein, sortir du contenu Oui, générique, du contenu strictement pur et dur, éducatif. Je pense qu'on en est moins oui. là, en tout cas du moins à l'heure où on est. Hem, Merci Paul, merci tellement d'avoir accepté, ben, Mmh. l'invitation finalement, d'être avec moi aujourd'hui. Je te remercie pour cette transparence-là, pour cette générosité-là, pour tout ce que tu permets, sans même peut-être le savoir encore aujourd'hui, à ceux et à celles qui peuvent se reconnaître dans ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose, Paul, qui a pas été mentionné, qui a pas été dit, que tu aurais envie, toi, d'ajouter, à la discussion? Mmh, je pense un moyen simple que j'ai pour savoir si mon contenu écrit, il est honnête avec moi et avec qui je suis, c'est que toujours je le relis à voix haute. Et si jamais une phrase, que ce soit dans une infolettre, dans un article ou peu importe, si jamais une phrase, je me dis: «Non, c'est pas Paul qui dit ça, ça c'est le Paul, écrit un peu prout-prout», je supprime la phrase et je la dis comme je la dirais à l'oral. Et je pense que ça aide beaucoup à ajouter du Paul dans le texte. Et Mmh. voilà, c'est un truc tout simple, mais petit conseil de juste lire son truc à l'oral, à voix haute. Et si Sortir ça du sonne faux, ton. c'est qu'il faut refaire. Oui, j'aime ça que tu dis ça, sortir du ton générique, puis aussi du ton qu'on nous a, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça en France, mais qu'on nous a appris à l'école à utiliser quand venait le temps de faire des productions écrites ou des productions orales, Oui, hein, d'avoir un ton, je sais pas comment on pourrait l'appeler ce ton-là, pas professionnel, mais en tout cas, un ton générique, hein. On a été ouais, calibrés, je pense, comme ça à l'école et là, c'est comme si on devait désapprendre, en tout cas, toutes ces années-là où est-ce qu'on nous a complètement, montré une seule façon de rédiger ou de s'exprimer. Puis là, ben, le beau défi, moi je trouve que c'est un beau défi, c'est d'insérer, d'ajouter de la personnalité, notre propre ton authentique dans nos textes. Puis à l'heure où justement l'intelligence artificielle peut produire des contenus à une vitesse assez hallucinante, ben, c'est d'autant plus important, je trouve, de trouver sa couleur, pour pas faire un jeu de mots avec le podcast, chacun sa ouais. couleur, mais effectivement, de le ressentir entre les lignes. Hein, puis moi, ce qui me donne souvent l'indice que c'est mission accomplie, c'est quand je lis un texte, puis que j'entends la voix, on dirait de la personne. Bon, bien Oui, sûr, pour ça, il faut que je la connaisse, oui, là, un peu, mais quand «Oh mon Dieu, j'ai l'impression que c'est toi qui me le lis», j'ai l'impression de t'entendre le dire quand je le lis, c'est souvent un signe qu'on a touché vraiment juste, à ce ton de c'est vrai. personnalité-là, ouais. Merci Paul, Ouais, ouais. puis à toi qui nous écoutes, si tu repars avec une seule idée de cet épisode-là, j'aimerais ça que ça soit une idée qui te permette de comprendre que ta différence a pas besoin d'être, je dirais, corrigée, polie, hein, pour être utile. Elle a juste besoin d'un espace pour s'exprimer, que ça soit un blog, que ça soit un podcast, une infolettre ou que ce soit un bon vieux post sur Instagram, peu importe quel média, ton histoire mérite d'exister à quelque part. Pas seulement pour inspirer les autres, mais aussi pour t'aider toi à mieux te voir, comme ça a été le cas avec Paul, avec ton projet de blog. Merci beaucoup, Paul, pour ton passage. Les personnes qui aimeraient connecter avec toi davantage, qui aimeraient peut-être découvrir ce que tu as à offrir, à quel endroit tu as envie de les diriger? Il y a plusieurs endroits. Actuellement, je suis beaucoup plus sur le blog Business Bacon. J'ai une infolettre, qui s'appelle Les cerveaux libres, et le podcast Side Project qui est toutes les semaines aussi. C'est ces 3 là où je suis le plus réactif, pardon. Après on peut essayer de me joindre via Connect the Dots, mais le mieux ce serait plutôt de me joindre pour parler de Connect the Dots via une autre, enfin via une de ces nouvelles, moyens de me contacter parce que sinon je vais survoler juste les emails. Mmh. Génial, c'est noté. Puis sachez que, ben, toutes les notes, tous les liens plutôt, vont être dans les notes de l'épisode. Fait que si jamais
vous avez envie d'aller connecter avec Paul, d'en savoir davantage sur Business Bacon, qui est un grand écosystème d'offres, hein, parce que là, on parle du podcast, du blog, mais aussi, j'ai vu des formations gratuites offertes également là, pour un entrepreneur qui a envie d'aller pousser plus loin. C'est une plateforme assez intéressante à aller zioter. Donc, Merci beaucoup. merci Paul, puis à toi qui m'écoutes, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode solo sur le podcast À ta couleur. Salut, salut! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.